Vous savez, une idée, c'est un peu comme cette plume dans Forrest Gump. Au début, ça paraît si petit et insignifiant. Et pourtant, on n'a besoin que d'une idée pour marquer le début de toute une histoire. On n'a besoin que d'une idée pour lancer toute une aventure. On n'a besoin que d'une idée pour commencer à changer le cinéma. Et maintenant, prenez cette plume et remplacez-la par un moustique. Aventuriers, aventurières, bienvenue de l'autre côté de l'écran. Bienvenue à Jurassic Park. Jurassic Park, Jurassic Park. J'ai vraiment besoin de présenter Jurassic Park? C'est un des plus grands films de tous les temps, on ne se lasse jamais de le revoir, et ce même s'il a bientôt 30 ans. Tout simplement parce que ce film, il est parfait. Bon, ouais, quand même... Bon, ça vieillit. Hein. Il me faut mon épée. Mon épée, mon épée, mon épée. T'inquiète pas, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Bon, au programme... Des dinosaures, plein de dinosaures, que des dinosaures parce qu'on est tous là pour ça. Mais avant tout, j'aimerais que nous essayions l'espace d'un instant d'effacer de notre mémoire tout ce qu'on connaît du film. Oublions la splendide musique de John Williams, oublions les scènes mythiques dans les décors d'Isla Nublar, et par-dessus tout, oublions les dinosaures. Ils ne sont plus que des os figés dans les musées, les enfants passent devant ces vestiges du passé, accompagnés de leurs parents, leurs questions et leur imagination. Nous sommes en 1989 et Michael Crichton, écrivain de science-fiction, travaille sur plusieurs projets de livres et de films. Et de notre côté, on retrouve notre Peter Pan du cinéma, celui qu'on appelle le roi du divertissement, j'ai nommé ce bon vieux Steven Spielberg, qui en ce moment enchaîne les productions. Après avoir clôturé la trilogie Indiana Jones, il se prépare à tourner Always, mais travaille aussi sur des projets comme Hook, ou la liste de Schindler. Et au milieu de ce calendrier un peu chargé, les deux hommes vont se rencontrer pour mettre au point un projet de film un peu particulier, sur lequel Michael Crichton travaille depuis plusieurs années. Vous vous en doutez, c'est de là que naît Urgence, la série. C'est pas une blague. Michael Crichton voulait en faire un film à la base. Cette série ne sortira qu'en 1995, mais c'est l'occasion pour les deux hommes de discuter un peu de tout et de rien. Ouais, sinon ça va? Ça va, et toi? Ouais, ça va. La famille? Ça va, Imhotep, et toi le boulot, ça va? Oh, bah la routine, hein, j'écris des trucs. Ah ouais, t'écris quoi? Bon, un truc qui parle de dinosaures et d'ADN, là, ça va sortir bientôt. Je te demande pardon? Il ne suffit que de ces quelques mots pour que Spielberg ouvre de grands yeux d'enfant. Il se revoit gamin en train de faire les musées avec son papa, et à partir de maintenant, il ne demande plus qu'une chose, en savoir plus. Y a un tricératops dedans? Oui, pourquoi? Plus Crichton va lui parler du livre, plus Spielberg sera convaincu qu'il faut en faire un film. Un peu à la manière de John Hammond avec son moustique fossilisé, Spielberg vient de faire une petite découverte qui va tout changer. Notre réalisateur contacte Universal et les convainc d'acheter les droits du livre. Et on dit bye bye à Joe Dante et Tim Burton qui étaient aussi candidats pour réaliser le film, c'est finalement Spielberg qui hérite du projet. On se retrouve donc avec une histoire excellente entre les mains d'un réalisateur non moins excellent. Mais paradoxalement, plus un projet est gros, plus les gens s'inquiètent. Le meilleur exemple, ça reste évidemment Star Wars. Les mecs, jusqu'à la sortie du film, ils se sont dit « c'est un craquage total, on va perdre de masse de thunes ». Puis après la sortie, ils ont fait « eh ben, c'est que des... eh ben, fantastique, raboule le fric Thierry, on fait des suites, hein ». Mais si on veut rester sur Spielberg, un de ses derniers gros projets en date, c'était Hook avec Robin Williams. Et pourtant, 20 ans après la sortie du film, il n'aimait toujours pas ce qu'il a fait. Tout ça pour dire que Jurassic Park, c'est pas gagné d'avance, même s'il y a beaucoup de potentiel. Il faut pas se rater, il faut que le film soit à la hauteur des exigences du public, et surtout, avant même de tourner la moindre scène, Spielberg va devoir résoudre le plus gros problème que va poser ce film.
C'est pas juste faire des dinosaures le problème. Après tout, c'est pas la première fois qu'on en voit au cinéma. C'est plutôt faire les dinosaures de Jurassic Park. Le film doit être aussi réaliste que son histoire. Autrement dit, les dinosaures ne doivent pas ressembler à de simples monstres, mais bien aux créatures qu'ils ont jadis été. De plus, Spielberg il veut pas faire les choses à moitié. Il veut des dinosaures qu'on puisse toucher, il veut les voir courir, dévorer d'autres dinosaures, et il veut même faire des plans en mouvement avec les acteurs et les dinosaures en même temps. Mais enfin, monsieur Spielberg, mais personne ne sait faire ça. Attention, la phrase qui va suivre est une vraie punchline de Spielberg, et elle défonce tout. Tu sais, Billy, on n'apprend rien si on fait ce que tout le monde sait faire. Alors c'est très joli, mais ça nous dit toujours pas comment on va faire les dinos. Ta gueule et va chercher le reste de l'équipe, d'accord? Laissez-moi vous présenter Stan Winston, spécialisé dans le maquillage, les effets spéciaux, mais surtout les animatroniques. Son rôle dans l'équipe, créer les dinosaures en vrai. Phil Tippett, directeur d'effets spéciaux spécialisé dans l'animation de maquettes mobiles. Son job, donner vie aux dinosaures grâce à l'animation. Michael Lantieri travaillera sur les on-set effects. Toutes les interactions entre les dinosaures et leur environnement, c'est lui qui s'en occupe. Et enfin, Dennis Murin se chargera avec la société ILM de la post-production, notamment la composition numérique. Voilà, avec ces 4 hommes, on a notre équipe de choc. On a notre équipe Dino. La Dino League. Dino Squad? Les gardiens des dinos. C'est nul. Allez, attachez vos ceintures comme dirait l'autre, parce qu'on a du boulot. Tout commence dans l'atelier de Stan Winston avec les dessins préparatoires, parce que ça commence toujours par des dessins. Ça permet de conjuguer les visions des équipes avec celles du réalisateur et de répondre aux questions fondamentales, à savoir quels dinosaures on fait, à quoi est-ce qu'ils ressembleront, etc. Et pour superviser tout ça, on va faire appel à Jack Horner, un paléontologue qui va renseigner et corriger les travaux des équipes afin de rapprocher le plus possible les dinosaures de la réalité. Par exemple, pour vous donner un petit aperçu, un jour Jack Horner a vu un des premiers visuels du film dans lequel les raptors tiraient la langue à la manière de serpents. Lui il a vu ça, il a tapé du poing sur la table en disant c'est pas possible, parce que les raptors sont plus proches des oiseaux que des reptiles. Alors j'en vois déjà certains dire qu'il reste encore plein d'erreurs dans le film, notamment le coup de la vision basée sur le mouvement, ou encore le fait que les vélociraptors avaient des plumes, mais... Tu dis pas du mal de Steven. Pendant ce temps, Phil Tippett va travailler sur les animatics, autrement dit une version animée du storyboard. Ça permet d'avoir une idée plus détaillée des scènes, mais surtout ça permet de commencer à réfléchir sur l'animation des dinosaures. On commence à donner des réponses à nos questions et bientôt Stan Winston va pouvoir enfin laisser ses dessins de côté pour venir s'amuser avec ses joujoux, les animatroniques. Un animatronique, c'est une créature robotisée qu'on peut animer à distance. Spielberg connaît un petit peu ça puisque Bruce, non pas celui-là, l'autre Bruce, voilà, c'était un animatronique. Une maquette grandeur nature qui bouge de manière très fluide pour un résultat des plus détaillés. Steven, il adore. Il aime tellement qu'il va dire « Mais c'est génial, on n'a qu'à faire tous les dinosaures comme ça !» Ce à quoi on va lui répondre « Et t'es mignon, hein ?» Mais non. Ces joujoux sont magnifiques, mais limités en termes de possibilités. On peut faire le tyrannosaure, on peut les filmer de très près et en voir beaucoup de détails, mais on peut pas les faire courir ni les faire bouffer quelqu'un. Et faire un troupeau, c'est même pas envisageable. Pour ça, il va falloir trouver autre chose. Arrive Phil Tippett, avec la Go Motion, qui est une version améliorée de la Stop Motion. Mais dis-moi, Jamie, qu'est-ce que c'est la stop motion? La stop motion, ou animation en volume en français, c'est une animation image par image, généralement faite avec des maquettes ou des figurines. Le principe est simple, en gros, on prend en photo une scène, ensuite on la modifie, puis on reprend une autre photo, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir une suite de mouvements. C'est un procédé aussi vieux que le cinéma, que des films comme Le Monde Perdu de 1925 ou King Kong en 1933 ont popularisé. Mais avec le temps, cette technique s'est améliorée, laissant place à son petit frère, la Go Motion. La Go Motion, pour faire simple, c'est comme la Stop Motion, mais en plus flou. Phil? J'ai dépensé sans compter, les gars. J'explique. Imagine, je te donne une baffe. Bon. Maintenant, regardons ce que ça donne. Et pause. Qu'est-ce qu'on remarque? L'image est floue. C'est ce qu'on appelle en anglais le motion blur, ou le flou du mouvement. En stop motion, chaque image est une photo, donc il est normal de ne pas avoir de flou. Mais avec la Go Motion, on peut, grâce à divers petits procédés, recréer ce flou de mouvement. Ça peut être en bougeant légèrement la maquette au moment de la prise de photo, ou encore en rajoutant devant l'objectif une plaque de verre enduite de gelée de pétrole
Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Bref, ce flou de mouvement artificiel, ça permet de rendre l'image plus naturelle et donc plus réaliste. En plus, Phil Tippett a déjà animé des dinosaures de cette manière dans un documentaire du nom de Prehistoric Beasts. Donc il va faire des tests, des brouillons qui sont très convaincants. Mais il y en a un qui n'est pas convaincu. Malheureusement, pour Spielberg, il manque encore un petit quelque chose qui va immerger complètement la créature dans le film. Pour lui, c'est pas encore assez réaliste. Et c'est là qu'intervient le Tony Stark de la bande, j'ai nommé Dennis Muren, et le début de la révolution. Depuis Star Wars, la société d'effets spéciaux Industrial Light and Magic a fait beaucoup de progrès. Et en 1985, elle a réussi à créer pour la première fois, dans le film Young Sherlock Holmes, ou Le secret de la pyramide en français paye ta traduction, une créature faite d'images générées sur ordinateur. C'est le début de la CGI. Et ça, c'était en 1985, sur un PC comme ça. Adibou 2, tu le fais pas tourner sur ce truc. Avec en 91 la sortie de Terminator 2 avec son chouette Terminator en métal liquide, Murray se pose une question. Et si on faisait pareil avec les dinosaures? Il va en parler avec Spielberg qui va lui répondre « Écoute Denis, prouve-moi que c'est possible. Prouve-moi qu'on peut faire un dinosaure en 3D sur un ordinateur. » Murray se met alors au travail avec les gars de ILM et un beau jour, Spielberg reçoit une petite vidéo. Des squelettes. Un troupeau de squelettes. Tout ce que les animatroniques ou la GoMotion ne pouvaient pas faire, cette vidéo le fait. Le déplacement d'une dizaine d'animaux en même temps, filmé de la tête aux pattes sous différents angles, le tout dans une parfaite fluidité, c'est la claque. C'est juste un test, un brouillon, mais Spielberg, il est refait. Il appelle les gars de chez ILM, il leur dit les mecs, ça, c'est le futur. Et il y a 2 mecs chez ILM, ils ont réagi comme ça. Ça, c'est le futur. Peu de temps après, Spielberg va recevoir un autre fichier, et cette fois-ci, c'est pas un squelette. Faut bien comprendre que pour nous, ça peut paraître évident, puisqu'on a vu le film. Mais à l'époque, un truc comme ça, c'était incroyable. Chaque mois, les gars de chez ILM, ils découvraient de nouvelles choses sur la CGI. Et la bonne blague dans tout ça, c'est que lorsque Spielberg reçoit la vidéo, il est avec Phil Tippett. Steven, ouais, je crois que je suis en voie d'extinction. Ça tu l'as dit mon vieux, complètement. Tu peux mettre ta phrase dans le film? Que notre métier est fini? Vous voulez dire éteint? Mais c'est vrai que pour Phil Tippett, c'est un coup dur. Toute son œuvre devient soudainement obsolète. Bon après ça met pas fin à sa carrière non plus, mais c'est un peu son bébé qu'il voit disparaître. Ceci dit, notre marionnettiste ne devient pas inutile pour autant, bien au contraire. Il va employer toutes ses connaissances en matière d'animation pour superviser les travaux d'ILM. Parce que c'est une chose de savoir créer un dinosaure, mais le faire bouger, c'en est une autre. Et pendant la post-production du film, cette collaboration entre anciennes et nouvelles technologies va donner naissance à une petite merveille qui s'appelle le DID, ou Dinosaur Input Device. C'est une maquette à la Phil Tippett qu'on pouvait animer à la main et qui convertissait ses mouvements en données informatiques sur un PC. Grâce à ça, on pouvait animer le modèle en CGI à la main. Et ça, vous savez ce que c'est? Cette technique qui consiste à capturer les mouvements d'un objet pour les retranscrire sur un modèle en 3D? Et oui, on est sur un précurseur de la motion capture. 6 ans avant La Menace Fantôme et 10 avant la trilogie du Seigneur des Anneaux, qui sont considérés comme les premiers films à avoir popularisé cette technique au cinéma. Jurassic Park faisait déjà de la motion capture. Bon, après tous ces emmerdes, on sait comment faire un dinosaure. C'est bien. Mais tout ça, c'est que la théorie. Maintenant, faut passer à l'action. Le tournage de Jurassic Park débute en août 92 sur l'île hawaïenne de Kauai. Non, ça ne se prononce pas Kauai. Et pour commencer son tournage, Spielberg va choisir une scène. Et pas n'importe laquelle. Vous savez, sur un film, il y a une chose très importante qui doit impérativement rester le plus haut possible tout le long du projet. Et cette chose, c'est le moral. Et comme je l'ai dit au début, plus un projet est gros et ambitieux, plus on a de raisons d'en douter. Et Jurassic Park ne fait pas exception.
Je vous rappelle que les dinosaures, on ne les aperçoit que sur un quart du film tout juste. Et le tournage, finalement, bah ça ressemblait pas mal à ça. Alors là, c'est la scène d'intro, et tu vas te faire bouffer par un raptor. Il est où? Non mais il est pas là, mais c'est normal. Bah si, il est là, mais tu le vois pas. Non, les autres non plus, ils le voient pas, mais c'est normal, c'est bon, cherche pas, oui, c'est bon. Alors là, vous regardez d'un air effrayé parce que le raptor bouffe la vache. Oui, non, vous les voyez pas, mais c'est normal, ils sont cachés sous les branches. Et alors là, vous allez voir un magnifique brachiosaure juste ici. J'ai dépensé sans compter. Il y a une scène, une seule scène tournée à Kauai, hors studio, avec un vrai dinosaure sur le plateau. Et c'est précisément cette scène que Spielberg décide de tourner en premier. Je peux? Bien sûr. La scène du Triceratops, c'est la vraie rencontre entre l'équipe du film et les dinosaures. Toutes les personnes qui n'ont pas bossé avec l'équipe Dino découvrent alors cette créature gisante sur le sol qu'ils peuvent voir bouger, respirer et qu'ils peuvent même toucher. Et ça, c'est précieux. Tout le monde est émerveillé face à ce chef-d'œuvre. Et Spielberg fait s'envoler tous les doutes de l'équipe en leur montrant que « Ouais ma gueule, on sait faire des dinosaures. Tu vas faire quoi ?» Et après ça, tu peux sortir tous les noms, mais ça on l'ajoutera en post-prod. Les mecs te font confiance. Et tout le monde commence le tournage avec un moral au plus haut. Mon Dieu, c'était déjà ma préférée quand j'étais gosse et je me rends compte maintenant que c'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Comme quoi, même l'ordre dans lequel tu vas tourner tes scènes, il a une importance pour ton film. Mais bon, ça c'était la première scène. C'était cool, mais s'il fallait vraiment retenir une seule scène, je pense qu'on pourrait plutôt parler de celle-là. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Cette scène a fait du tyrannosaure la vraie star du film. Il est tellement devenu la star du film que Spielberg a décidé de changer la fin rien que pour lui. Oui, normalement, la confrontation finale n'opposait que les vélociraptors aux personnages. Mais notre réalisateur, il s'est dit « Viens, on remet le T-Rex à la fin. » Mais il passe pas à la porte. Mais je m'en fous qu'il passe pas à la porte, je veux le tyrannosaure à la fin. Les gars d'ILM, vous pouvez faire ça? Ça veut dire oui. Ça devient n'importe quoi ce film, on va se craquer au box-office. Bref, je divague. La scène du T-Rex. Si ILM a joué un grand rôle dans cette scène en animant certains plans, la grande fierté de ce passage, elle vient forcément du magnifique animatronique de Stan Winston. 6 mètres de haut, 12 de long et presque 6 tonnes, et ce truc bouge. Animé à distance par les équipes de Stan Winston, cette créature était aussi vivante que les acteurs. En interview, Sam Neill dira « C'est une chose que de voir un modèle grandeur nature, mais le voir bouger et respirer en votre présence, c'en est une autre. » Bref, une tuerie. Sans mauvais jeu de mots. Ouais. Et si je vous disais que cette petite merveille, Spielberg a failli la casser? Ah bah pour rien, hein, juste un petit souci de communication. Et franchement, la scène du T-Rex, ça va envoyer du lourd, ça va être trop bien. Ouais, j'avoue, ça va être cool, ouais. Puis l'animatronique, il déchire, les gens, ils vont adorer. Ah, j'avoue, je suis pas peu fier de ce que j'ai fait là-dessus, ouais. Puis avec la scène sous la pluie, ça va être angoissant, ça va être génial. Ouais, c'est clair, c'est... Attends, t'as dit quoi? De la pluie? Mais évidemment qu'il y a de la pluie. Mais Steven, tu vas pas faire ça, tu vas pas mettre de la pluie. Quoi? Mais pourquoi? Mais parce que le T-Rex, il craint l'eau. Mais je vais pas enlever la pluie, Stan! Bah tu vas pas mettre de la pluie, Steven! Mais il se passe quoi si on le mouille, ton T-Rex? Je sais pas! Bah alors! Et j'ai pas envie de le savoir! Steven. Petit cachotier. Winston, ça lui plaît pas trop de balancer de la flotte sur son T-Rex adoré. Mais il va accepter cette prise de risque en précisant néanmoins à Steven Spielberg que le T-Rex doit rester impérativement le plus sec possible. Spielberg va balancer un tsunami sur le T-Rex. Il faut savoir que le poids des différentes parties du T-Rex est enregistré dans ces réglages pour les besoins de l'animation à distance. Mais du coup, ce qui va se passer, c'est que la peau du T-Rex, elle va commencer à absorber l'eau qu'on lui balance dessus, ce qui va modifier son poids, et par conséquent, ses réglages. Maintenant, imagine-toi à la place de Monsieur Winston, sur le plateau de tournage, en train de flipper devant toute cette flotte qui tombe sur ton bébé qui commence à trembler. J'ai froid.
La bonne ambiance! Le pauvre Winston a passé le reste de la scène avec des serviettes à essayer de sécher le T-Rex entre chaque prise. Je pense qu'il a dû jeter en même temps quelques regards un peu rageux à Spielberg. Mais bon, quand on connaît le résultat... Sans rancune, Stan. Sans rancune. Peu de temps après le tournage, Spielberg s'envolera pour la Pologne où il dirigera le tournage de La Liste de Schindler. De là-bas, il suivra les avancées de la post-production, post-prod qui sera en partie supervisée par son collègue et ami George Lucas. Jurassic Park est terminé à la fin du mois de mai 1993. Et quelques petites semaines plus tard, le cinéma prend la claque de sa vie. Le dinosaure et l'homme viennent tout à coup de se retrouver face à face. Comment serait-il possible d'avoir la plus petite idée de ce qui va se passer? Il y est arrivé, ce vieux dégénéré. Lorsque Jurassic Park sort dans les salles obscures, il fait rapidement le tour du monde et devient le film le plus rentable de l'histoire du cinéma. Mais il arrive à faire quelque chose d'encore plus important. En voyant Jurassic Park, beaucoup de cinéastes réalisent le potentiel des nouvelles technologies dans le cinéma. Et le premier d'entre eux sera George Lucas qui décidera de relancer sa plus grande saga avec en 99, La Menace Fantôme. Mais la prélogie Star Wars n'est qu'une petite partie de tout ce qui a suivi Jurassic Park. Mais le plus dingue dans tout ça, c'est que même après des dizaines et des dizaines de films ayant exploité les nouvelles technologies jusqu'à l'extrême, Jurassic Park, presque 30 ans plus tard, semble toujours garder sa place de référence et de maître du domaine. Des films des années 2000 ont plus vite vieilli que Jurassic Park, comme si personne n'avait su utiliser la technologie aussi bien que ce fut le cas sur ce film. Et on se retrouve à chaque fois un peu plus admirateur devant cette œuvre qui semble avoir trouvé son chemin au fil du temps pour devenir un des plus grands symboles de l'histoire du cinéma. Et on va s'arrêter là-dessus, même s'il y a encore plein d'autres choses dont j'aurais pu vous parler, parce que Jurassic Park c'est une source de savoir immense. J'aurais pu vous parler des costumes des Raptors, du cri dédicacé à Fay Wray, ou encore de l'ouragan qui a frappé Kauai pendant le tournage. Mais si vous voulez en apprendre davantage, je ne peux que vous encourager, si c'est pas déjà fait, à vous procurer le DVD. Vous y découvrirez évidemment le making-of, des images d'archives, mais aussi un documentaire avec comme narrateur Dark Vador. Je déconne même pas. Avant de se quitter, j'aimerais terminer sur une petite chose. Steven Spielberg. C'est un gamin. C'est pas méchant, bien au contraire, je pense que c'est pour ça que j'aime autant ces films. Quand je lance un film comme Jurassic Park, je redeviens un gosse. Et quand je regarde le making-of et que je vois Steven Spielberg en train d'imiter les vélociraptors dans un porte-voix, je vois un gosse. Et je me rends compte que c'est avec cet état d'esprit qu'il a réalisé Jurassic Park. Je pense que c'est bien de s'en souvenir. De se dire que Jurassic Park, c'est le fruit de l'imagination d'une âme d'enfant. Et que peut-être, que c'est dans cette âme d'enfant que réside le secret de cette féerie qu'on appelle la magie du cinéma. C'était votre humble serviteur. À la prochaine.